Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match Racing Club de Lens face à l'Olympique Lyonnais, match nul, 0 partout. C'est un score qui est plutôt équilibré, mérité, je pense, parce que autant Lyon a une défense qui pour moi me semble perméable et pas la meilleure de Ligue 1. Autant notre attaque, c'est pas la meilleure de Ligue 1 non plus. Et défensivement, on a été de très très haut niveau et l'attaque lyonnaise était pas mal, mais j'ai trouvé qu'il y avait eu quand même un petit manque de précision. Donc ça s'est plutôt équilibré les débats. J'ai revu le match. Il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Je pense moi sincèrement que il va falloir que des choses évoluent parce que ça risque d'être compliqué sur la longueur de pouvoir remplir les critères qui ont été posés sur la table par Joseph Ougourlian. J'y reviendrai en fin de vidéo puisqu'il a fait une interview à La Voix du Nord qui est très très intéressante. Voilà, je compléterai un peu ma conclusion par rapport à ça. Hein. On va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts, le néo-trio défensif Grady, Kuzanov et Medina à droite. Bien sûr, Frankowski à gauche, Machado. Le duo improbable, Thomasson, Diouf. Et puis en numéro 10, Pereira da Costa, qui est là pour soutenir le duo Sotoka, Wesley Saïd. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 ? Pour moi, c'est un 11 de transition. Voilà. Moi, je pense que ce 11 ne sera plus du tout le même d'ici quelques semaines. Je pense qu'il va évoluer de force. Parce qu'aujourd'hui, les niveaux sont disparates, les forces en présence commencent à évoluer, et je ne suis pas certain que ce 11-là, qui est peut-être à peu près le 11 type de ce début de championnat, mis à part que ça tourne en numéro 10, et puis sur les pistons, mais pour moi c'est une rota classique qui fait partie du 11 de départ, c'est-à-dire ça joue entre Chavez et Machado et entre Aguilar et Frankowski. Je pense que le reste de cette équipe va évoluer. Voilà. Et je pense que on va avoir un 11 de départ changeant, qui va se modifier, qui va avoir des influences se modifier, s'équilibrer, voire se déséquilibrer en faveur d'un joueur. Et je pense que ce 11-là ne sera plus du tout le même d'ici quelques semaines. Donc c'est pour ça, moi j'appelle ça un 11 de transition. Petit aparté, j'avais à dire avant de démarrer la vidéo, merci aux abonnés qui me croisent dans au stade, c'est toujours sympa. Je pense à l'abonné que j'ai croisé en Xerxes qui était juste en dessous et voilà, bon, j'espère que ton selfie était bon. Mais ça fait toujours plaisir. Et puis au monsieur que j'ai croisé à la sortie du stade, c'est toujours agréable, même si je me sens un peu gêné parce que je suis pas grand chose. Mais ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du baume au cœur d'avoir des petits mots sympathiques. Donc voilà. Vous savez que je suis accessible, hein, je suis personne, donc je vais pas commencer à faire ma starlette. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Donc coucou à vous les amis. Donc voilà, on va commencer par les notes. Alors, vous verrez, les notes sont vachement disparates, mais c'est normal, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. C'était assez intéressant à analyser, mais en même temps, c'était un match qui était pas tip top non plus, mais c'était pas mal. J'ai mis la note de 8 à Brice Samba. Je trouve qu'il fait un très bon match. Si t'as pas Brice Samba dans les buts, tu perds ce match, clairement. Il a fait une parade décisive, hein, il a eu la main très ferme sur une très jolie frappe. Je sais plus qui frappe. Il a été là en tout cas dans tous les secteurs et notamment dans le secteur des corners où il a récupéré un nombre de ballons impressionnant. Les relances ont été bonnes. Moi je trouve que c'est une très bonne partie. C'était du très bon Brice Samba et c'est ce qu'il faudra si notre attaque n'est pas en odeur de sainteté. C'est ce qu'il faudra pour maintenir les scores et continuer à être compétitif. Autre 8 pour Kuzanov. Très bon match du jeune Ouzbek. Moi, je suis désolé, je suis totalement sous le charme de ce jeune défenseur. Il a tout pris de la tête. Il a gagné un nombre incalculable de duels. Alors oui, il prend peu d'initiative à la relance, mais je pense que c'est une histoire de confiance et de jeunesse. Mais en tout cas, tout le reste, c'est très très costaud. Moi, je vois très peu la différence avec un Danso. Hein. Clairement, il a fait très très peu de fautes dans ce match. Il a vraiment tenu son match de A à Z. Et vu l'attaque qu'il y avait devant,
C'est pas donné à tout le monde, en tout cas c'est du très haut niveau. Et je sais pas comment il va faire Will Steele quand Danso sera apte. J'y reviendrai aussi en fin de vidéo, mais ça sera pas pour tout de suite. Mais je pense que celui qui doit se faire du souci, c'est pas Kuzanov, mais je pense que c'est notre ami Gradit. J'ai mis la note de 4 à Gradit. Moi, je trouve que le match est insuffisant. Gradit, il commence à faire des fautes d'un joueur qui commence à être dépassé par ses adversaires. Moi, je trouve qu'il fait de plus en plus de fautes, et des fautes grossières, des fautes d'anti-jeu, qui vont lui valoir des cartons jaunes cette saison. Je pense que l'appellation la perceuse, quand il est nommé, quand on nomme l'équipe, je trouve que c'est assez amusant parce qu'il ne le fait quasi plus. Il a plus le physique pour le faire. Moi, je pense qu'il est en phase descendante et que ça commence à se ressentir sur ses performances. Et moi, je trouve ça insuffisant. Il a été vachement mis en difficulté sur son côté. La plupart des attaques lyonnaises sont passées par là. C'est pas anodin. Voilà, il a été pris de vitesse et je pense qu'il pâtira du retour de Danso parce que j'ai du mal à croire que Will Steele va se passer d'un mec comme Kuzanov qui est capable de jouer à droite et qui fera de très bonnes choses à droite. Il a la capacité d'intervenir vite et pourquoi pas de se projeter, ce que fait plus du tout Grady. Alors ça aide pas Frankowski, même si je vais y venir tout de suite à Frankowski. Je vais y venir après parce qu'il y a Medina avant. Je vais venir à Frankowski. Il a pas besoin non plus d'un Grady défaillant pour faire de la merde, mais voilà, c'est un côté droit que j'ai trouvé très faiblard sur ce match. Surtout qu'avec Sotoka, t'as toute une ligne droite qui est inoffensive ou offensivement, c'est qu'à de le dire. J'ai mis la note de 7 à Medina, fait un bon match Medina, je l'ai trouvé assez calme, très peu de vices à la Medina, j'ai trouvé que le match était propre. Il y a un moment donné, il s'est énervé sur une faute non sifflée par l'arbitre, Sotoka l'a dit hey, dégage. Ah, il a bien fait, parce que il vient intervenir alors que maintenant c'est fini. Ce genre de choses, c'est carton jaune, donc il est parti tout de suite. Mais je trouve qu'à part ça, il a fait un match assez calme et un bon match. Voilà, on va quand même le dire. Il est quand même pour pas mal dans la défaillance en Coupe d'Europe parce que son carton rouge a été inutile et il a handicapé l'équipe. Là, je trouve qu'il se reprend bien par rapport à ça. Moi, je l'avais trouvé pas trop bon à son match de reprise après son carton rouge. Je l'avais trouvé perturbé. Pas très en forme face à Brest, hein, je crois que c'est ça, où il a pas été bon. Là, je l'ai trouvé bon. Franchement, je l'ai trouvé bon. Un qui a pas été bon, hein. Un qui a pas été bon, il s'appelle Frankowski, hein. Catastrophique, hein. Catastrophique. Défensivement, il s'est fait bouffer avec Grady. Offensivement, il a été inexistant. Il a pas fait un bon centre du match. Les combinaisons avec Sotoka étaient éclataxes. C'est du très mauvais Frankowski et moi, je pense qu'on est arrivé peut-être à une limite de Frankowski dans l'évolution. Moi, je pense que ça fera partie des joueurs qui devront être peut-être discutés au sein du board pour connaître son avenir. Il a encore une valeur parce que c'est un bon joueur, mais je trouve que il a du mal à exister dans ce rôle de piston. Il est utilisé en ailier en équipe nationale de Pologne. Est-ce que pas mal de clubs allemands voudraient le revoir à ce niveau-là et à ce poste-là? En tout cas, voilà, en piston, c'est compliqué en ce moment, alors qu'à droite, c'est censé être son jardin, mais c'est pas du tout le cas, il a été catastrophique sur ce match. J'ai mis la note de 7 à Machado, je trouve qu'il a été bon, mon Machado, hein. Défensivement, il a été costaud, offensivement, il a montré certaines choses, même si il n'a pas forcément été aidé par ceux de devant, en tout cas, il a essayé de faire des choses, des centres, amener du danger, en tout cas, voilà, il s'est battu sur plein de ballons, il a gagné des touches, voire même des corners, ou même gratter des ballons. C'est le Machado que j'aime, c'est le mec complet, le bon défenseur, capable d'être un bon offensif aussi, et c'est un excellent piston. C'est peut-être un des meilleurs pistons gauche de Ligue 1, moi c'est ce que je pense, en tout cas, et j'ai bien aimé son match. Voilà. C'est un de ceux qui a eu une assez grosse satisfaction dans l'ensemble, avec Kuzanov et puis Medina. Enfin après il y a le reste, hein, mais pour cette section défensive, Kuzanov, Medina et Machado ont été vraiment à la hauteur. À droite, ça a été beaucoup plus compliqué. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 6 à Diouf. Il fait un match correct, hein. Je suis désolé. Alors, pourquoi je mets pas 7? Parce que je trouve qu'il redescend trop lentement. Et ça me saoule. Je pense que ses replis doivent être meilleurs, mais par contre, la projection balle au pied, c'est tip top. Et il a essayé des choses. Maintenant, il n'a pas été aidé par des attaquants complètement immobiles. Il a essayé de se mettre en position de frappe, mais ça a été compliqué.
En tout cas, moi j'ai bien aimé son match. Moi je trouve que ceux qui l'ont critiqué à la mi-temps, ce sont des footix, faut clairement le dire, parce que le sourire de Diouf à la fin du match, ce qu'il a apporté dans la percussion, sa technique, ses capacités de récupération, sa bataille au milieu du terrain, moi je suis désolé, c'est du très bon. C'est du très bon. Maintenant, il faut qu'il soit plus discipliné dans ses retours défensifs, et je pense que il sera encore plus complet. Après, il est bien aidé par un bon Thomasson, qui fait encore une fois un bon match. On est à des années-lumière du Thomasson de la saison dernière, comme quoi le moral, le psychisme fait beaucoup dans le sport de haut niveau. Moi, je le dis parce que je le ressens comme ça. Je pense sincèrement qu'il a été moins bon qu'au début de la saison, mais qu'il reste assez complet et du coup très intéressant à ce poste reculé. Alors Steele a fait une espèce de limonade ensuite en le repositionnant en numéro 10. Bon, il n'a pas apporté grand-chose, mais il n'a pas non plus été dégueulasse. Mais en tout cas, voilà, l'ensemble est bon. Je trouve que le tandem fonctionne plutôt bien, même s'il faut que Diouf redescende aider quand il fait ses projections. Sinon, voilà, c'est quand même un match intéressant de la part de Thomasson qui revit sous Steele dans un projet et un registre différent. Et c'est bien pour lui. Voilà. Je l'ai castagné toute la saison dernière à même vouloir qu'il s'en aille parce que pour moi, il pouvait pas renaître de ses cendres. Sincèrement, là, ça tient la route. Maintenant, il va avoir de la concurrence avec OG d'Iran. Diouf également avec El Ainaoui. On a vu un peu les changements, j'en parlerai dans le débrief, mais pour moi, ça montre un petit peu qui va faire quoi. Mais tant mieux, c'est bien. Ça va le tirer par le haut parce qu'il sait que derrière, ça arrive vite, hein, et ça arrive très très fort. Bah, quelqu'un qui arrive pas très très fort, c'est bien sûr Pereira da Costa, hein, c'est catastrophique ce match. Ah oui, techniquement il est bon, mais sinon il y a rien derrière. Il y a rien, c'est d'une difficulté absolue. Il fait que des mauvais choix. Quand il doit frapper, il fait n'importe quoi. Il donne les ballons dans le mauvais tempo. Il a perdu plein de ballons aux abords de la surface. Il n'a pas été efficace. Et quand tu vois rentrer Zaroury, tu comprends que ces gars-là, que ça soit Pereira da Costa ou Fulgini, mais ils vont pas voir beaucoup le jour parce que sincèrement, ça va être très compliqué d'aller détrôner Zaroury tellement les prestations de l'un ou de l'autre sont exécrables. Voilà, moi, le problème du petit prince de la Gaillette, je pense qu'il est surcoté. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus haut niveau, qu'il a fait une superbe saison d'arrivée dans le monde pro avec Gaël Kakuta, qui l'avait bien biberonné, bien chapeauté. Le problème, c'est que derrière, il a explosé et qu'aujourd'hui, moi, j'arrive pas à trouver une qualité intrinsèque supérieure aux autres de Pereira da Costa. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Pour moi, je le mets au même niveau que Fulgini, donc c'est dire. Donc voilà, c'est pas un bon match. Il a été catastrophique. Je suis désolé. Il y a rien de bon à tirer de ce match-là. J'ai mis la note 2-3 à Sotoka. Bah ouais, il fait un mauvais match. Bien sûr qu'il fait un mauvais match parce que c'est un attaquant, bordel. Enfin, je commence à en avoir marre de répéter la même chose. En même temps, je peux en avoir marre. Steele, il en a rien à branler de moi, donc il fera ce qu'il voudra. Mais c'est vrai que ça me saoule un peu de dire toujours la même chose. Mais bien sûr qu'il défend. Bien sûr qu'il est dans le pressing. Mais dans l'animation offensive, il est zéro, quoi. Zéro. Je sais même pas s'il a tiré au but une fois. Ça m'étonne. Ou un vieux tir craqué. Il a jamais, il prend plus aucune initiative de frappe parce qu'il a pas, il est pas bon. Je crois qu'il a fait peut-être non, c'est Kouzanov qui frappe, de loin. Mais Kouzanov, il tente, quoi, alors que lui, il tente mes couilles. Ah non, mais c'est pas bon. Puis c'est pas bon dans l'animation, c'est pas bon dans l'utilisation du ballon, c'est pas bon dans les combinaisons. C'est un duo qui ne fonctionne pas du tout. Pas du tout. Wesley Saïd, j'ai mis 2, c'est un très mauvais match. Comment veux-tu aujourd'hui que Wesley Saïd, il ait confiance en lui avec des prestats pareils? C'est impossible. Il a déjà fait un caca nerveux, puis il fait parce qu'il est sorti à la mi-temps. Mais là, je pense que Steele, il aurait pu le sortir à la mi-temps, personne n'aurait rien dit. D'ailleurs, dans les tribunes, on a vu tout le monde s'entraîner, on s'est dit, il va y avoir des changements à la mi-temps, Saïd, il va sortir. On s'est dit tout ça, parce que, en fait, le problème de ce duo, c'est qu'il fonctionne pas. C'est deux joueurs qui sont différents, un joueur hyper doué dans le petit périmètre en termes d'élimination, parce que il y a l'occasion où il est hors jeu, il élimine, mais il doit frapper au mieux de donner un ballon pourri à Pereira da Costa.
Je pense que c'est parce qu'il est hors jeu qu'il fait un peu n'importe quoi, mais c'est la mauvaise décision. Mais sinon, la technique, il a vraiment fait ce qu'il fallait. L'élimination, derrière, il doit envoyer une patate. C'est contré, ça peut aller dedans quand même, mais il faut frapper quand t'es en position comme ça, tu dois essayer de frapper. Bref, il est hors jeu, ça compte pas. Mais il a rien fait d'autre. Et la prise de profondeur, elle est zéro. Donc lui, c'est un pro de l'élimination sur petit périmètre, avec une bonne finition. Sotoka, c'est le polyvalent, bon passeur, accrocheur sur le terrain, capable de récupérer des ballons. Alors c'est deux profils très différents, mais ils sont pas complémentaires. Parce que des fois, t'as des profils différents qui sont complémentaires. Eux, ils sont différents, mais ils sont pas complémentaires du tout. Ça ne fonctionne pas. Ils ont combiné ensemble quasi 0 fois. Ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Et c'est là que je mets une note un peu dure à Will Steele. Je mets la note de 5. Pourquoi je mets la note de 5? Parce que les changements sont trop tardifs. Il doit les faire à la 60e minute. Je pense qu'il avait idée de faire des changements à la mi-temps. Les mecs, ils ont peut-être parlé entre eux, puis il a vu peut-être un éclair de révolte. Il s'est dit, je vais leur laisser du temps. Et je pense qu'il a été pris par le temps, et surtout, quand il a vu que Lyon a commencé à monopoliser le ballon et être hyper dangereux en deuxième et qu'on a commencé à avoir des trucs un peu what the fuck arriver sur les buts de Brice Samba, je pense qu'il a commencé à douter et se dire faut pas que je touche au 11 parce que ça va le déstabiliser et je vais perdre ce match. Moi j'en suis persuadé. Il était arrivé dans une analyse qu'il allait pas le gagner ce match-là. Et il a fait ses changements trop tard. À la 75e, 80e minute, c'était trop tard. Même s'il savait qu'il aurait au moins 5 minutes d'arrêt de jeu, c'était trop tard. Donc je pense que là-dessus, il a été moyen. Et il est encore dans l'apprentissage parce que là, il est dans une équipe qui vise l'Europe. Et du coup, ses coachings sont très importants parce qu'il y a un besoin de points et de résultats. Et là-dessus, je pense qu'il s'est loupé. Mais je pense aussi que là, il envoie aussi un message dans le sens où j'ai utilisé, je leur ai laissé leur chance. Je pense pas que l'équipe qui va aller affronter Rennes sera la même, et je pense pas que ça va commencer à tourner. On parlera d'Enzola un peu plus tard, mais ça va commencer à tourner. Bon. Mais pour moi, il s'est loupé là. Il s'est loupé dans sa gestion de coaching. Les coachings sont trop tard. On va parler des remplaçants. Vous allez voir, les notes sont un peu plus, c'est assez, c'est différent les notes. Parce que moi, par exemple, j'ai mis la note de 6 à Rémi Labo-Lascari. Tout n'était pas parfait dans ses prises de balles, mais la rentrée, elle est correcte. Hein. Il se bat sur le terrain, il a une belle occasion. Je mets pas 7 parce qu'il y a des prises de balles qui sont un peu what the fuck. Mais en tout cas, lui, il a apporté de la profondeur, il a apporté un peu plus de combat, ce que Saïd n'a pas apporté du tout. Il s'est fait bouffer comme un bébé. Lui, il a une belle occasion, alors que aucun des deux n'a une grosse occasion. Je parle d'une occasion validée, hein, parce que la frappe, il est pas hors jeu, il fait une belle frappe en pivot, c'est très bien joué, c'est dommage que ça soit pas cadré. Mais il a apporté. Zaroury, il fait une bonne entrée, Zaroury. En l'espace de quelques minutes, il a montré qu'il était bien au-dessus que de Pereira, la prise de profondeur, la prise d'information, la technique, la capacité à combiner, à créer des choses, à mettre des ballons. C'est du très haut niveau. Et c'est indétrônable. C'est un titulaire indétrônable de cette équipe. J'ai mis la même note à El Ainaoui. Une bonne rentrée tout court. De retour sur les terrains, très applaudi par le public, à juste titre. Il démarre avec une roulette, tranquille pépère. Ça veut dire le niveau du gars. Et je trouve qu'il a apporté. Il a apporté, et il est en concurrence avec Diouf. Et je pense qu'ils vont jouer comme ça, en doublette avec Diouf. Il va pas revenir tout de suite à 100%, donc je pense que Diouf va démarrer tous les matchs et que lui va les finir pour le moment, et puis qu'à un moment donné ils vont se croiser, je pense qu'il va y avoir un truc comme ça. J'ai mis la même note à Ogé Diran, qui fait une bonne entrée, qui a failli marquer le but de la victoire, qui apporte du peps, de la projection, de l'envie d'aller vers l'avant, de ses passes d'aller vers l'avant, il se bat, franchement j'ai kiffé, et sa frappe, c'est dommage aussi, elle aurait mérité meilleur sort, mais en tout cas, il a montré qu'il est capable d'être au poste de Thomasson et de se projeter encore plus. Donc je pense qu'on a deux doublettes qui tiennent à peu près la route. Thomasson, Gédiran, et puis Diouf et Lainaoui. Je pense qu'on verra peut-être pas Diouf et Lainaoui sur en même temps, le duo élégant. Ça va être compliqué parce que j'ai quand même l'impression que ça va comme ça que ça va tourner. C'est-à-dire qu'il a fait deux doublettes au milieu de terrain, ce qui me paraît plutôt propre.
parce que je pense que c'est à peu près ça, comme ça que ça va se passer, et que c'est comme ça que ça doit se passer, même si j'aime bien El Ainaoui et Diouf sur la même ligne, mais c'est assez quand même similaire, même si El Ainaoui se projette moins. C'est un duo un peu amoureux du beau jeu, quoi. C'est pas forcément tactiquement la meilleure association. Voilà. Mais en tout cas, il fait une bonne entrée au Diran El Ainaoui, c'est très intéressant. Et puis, Satriano, bah, je suis désolé, il rentre 5 minutes, mais il rentre bien. Il rentre bien parce que lui, il se procure une occasion de la tête, il harangue le public, il y a une sorte de grinta, il se bat, il apporte du poids dans la surface de réparation, excusez-moi, j'ai pas faim pourtant, de réparation, il arrive à gratter le ballon, et encore une fois, c'est le même système que le match face à Monaco, il dévie la balle pour Roger Diran et une frappe, ça finit pas en pénalty ni en but, mais en tout cas, voilà, son entrée est bonne. El Ainaoui, Oger Diran, Satriano, Rémi Labolascari et Zarouri. Je les ai tous faits. L'arbitrage, il est correct, je trouve. Parce qu'il a été assez cohérent, il a pas mis carton d'un côté ou de l'autre, même si Lacazette, il fait une paire de fautes d'anti-jeu, mais je trouve que l'arbitrage a été cohérent, il a laissé pas mal jouer. Il a bien écouté ses assistants, il y avait bien hors-jeu sur le but, etc. Mais je trouve que voilà, c'est plutôt un bon arbitrage. Donc voilà, et puis Lyon, j'ai trouvé qu'ils avaient fait j'aime pas dire ça, mais ils ont fait un match correct, même si défensivement c'est quand même assez friable. Je trouve que c'est prenable dans le dos. Offensivement, ils ont un sacré armada, mais bon, à coup de millions d'euros, c'est facile. Nous, on n'a pas ces thunes-là. Alors, pour le débrief, c'est vrai que on produit du jeu. Les 15 premières minutes sont intéressantes dans la production du jeu. Après, je trouve qu'à un moment donné, quand t'es pas efficace devant, tu commences à douter. Et j'ai trouvé que l'équipe avait douté et que Lyon a commencé à mettre le nez par la fenêtre. Et le jeu s'est équilibré en deuxième partie de première mi-temps, avec une équipe qui était incapable de produire du jeu offensif, c'était Lens, et une équipe qui produisait du jeu offensif, c'était Lyon, mais avec une défense quand même assez lourde, assez lente et lourde. Pas taude. Mais on finit la mi-temps à 0-0, ça me paraît logique. Et en deuxième mi-temps, Lyon nous passe dessus. Mais pourquoi? Parce que devant, il n'y a plus rien, il se passe plus rien. Pereira da Costa est un fantôme, Saïd et Sotoka touchent plus un ballon. Les ballons franchissent pas le milieu de terrain parce qu'il se passe plus rien devant, donc ils ont pas de solution pour donner les ballons. Et on prend des vagues lyonnaises pendant près de 40 minutes. Peut-être un peu moins, mais on va dire 35 minutes. Et à ce moment-là, les remplacements de style sont faits trop tard. On va dire ça. On va dire oui, à peu près une demi-heure de domination lyonnaise où on a eu quelques coups, mais très peu, trop peu, et puis les remplacements arrivent et on commence à reprendre du poil de la bête, mais trop tard. Trop tard, et j'ai l'impression que les coachs se sont contentés de ce match nul pour éviter de perdre ce match. Il n'y a pas grand chose à dire de plus parce que je trouve qu'on n'a pas fait un match très riche dans l'animation offensive et du coup ça donne un match pauvre, mais on a été très solide défensivement et contre une équipe avec un gros armada. Au final, on a affronté 3 équipes européennes, 2 de Ligue des Champions, une d'Europa League, et on finit à avoir 8 points en 4 matchs. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu parce que t'affrontes 3 Européens sur 4 et tu fais 8 points sur 12. C'est propre. Après, on va affronter Rennes, Nice et PSG, je crois, si je dis pas de conneries. Ça va être costaud aussi, même si face à Nice, il y a moyen peut-être de faire quelque chose. À Rennes, ça va être difficile. En tout cas, avec cette attaque, c'est littéralement impossible. Je pense que Rémi Labolascari va peut-être démarrer pour créer un peu de profondeur, mais c'est quand même assez compliqué. Moi, je pense vraiment qu'il y aura des changements dans les semaines à venir. Maintenant, Enzola, c'est un peu l'énigme. On sait qu'il a du poids, il a pris plus d'une dizaine de kilos. Alors apparemment, ça serait une couvade liée à la grossesse, la grossesse de sa femme, puis à l'accouchement. Donc il a du poids à perdre, même si ce qu'il a montré lors de la trêve internationale a vraiment plu au staff performance. Il n'est pas encore prêt. Je pense aussi qu'il paye le retour d'El Ainaoui et surtout la blessure de Zarouri qui faisait qu'il avait pas forcément, il n'était pas forcément sûr à 100% de rentrer et qu'il fallait absolument au moins 2 milieux de terrain offensifs. Je suis pas certain qu'on revoit 2 milieux de terrain offensifs dans les prochains groupes, on verra. Mais c'est compliqué aujourd'hui parce que si tes 2 attaquants majeurs, Sotoka et Saïd, sont pas tip top, ça risque d'être quand même assez compliqué pour style de, j'allais dire francaise, pour style de ne pas convoquer Enzola parce qu'il va falloir quand même de l'attaquant
percutant et efficace devant le but. Maintenant, on attendra de voir un petit peu comment va évoluer tout ça. Hein, surtout qu'El Ainaoui, c'est pareil, il va prendre une place aussi. La place de qui, j'en sais rien. Mais toutes les places vont être chères. Toutes les places vont être chères. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que comme t'as pas vendu Fulgini ni Pereira da Costa, ben, tu te retrouves avec un effectif quand même assez pléthorique qu'il va falloir gommer dès cet hiver. Alors après, est-ce que le staff a discuté avec Enzola en mode pour l'instant, prépare-toi, il y a du monde, et puis après tu reviendras, puis cet hiver ça va dégraisser, t'auras ton rôle, t'auras ta place dans le groupe à 100%, c'est possible, hein, parce qu'il a quand même pris Pouilly à la place de Chavez. Il voulait absolument doubler ses postes de piston, mais voilà, c'est à voir la suite. En tout cas, bah, le prochain match, comme j'ai dit, c'est Rennes. Ça va pas être une partie de plaisir. Rennes, c'est plutôt intéressant, même si y a moyen de leur tenir la dragée haute, puisque Reims l'ont fait. Maintenant, on peut pas gagner ce match-là avec cette attaque-là. C'est impossible. Voilà, faut le dire, c'est impossible. C'est littéralement impossible. C'est pas une attaque de haut niveau, c'est pas une attaque de haut de tableau. Il faut autre chose que ça. Moi, quand je vois les entrées de Satriano, j'attends plus de minutes de ce joueur-là qui me semble être vraiment entré dans le groupe et dans le projet. Vu sa hargne, vu la manière dont il harangue le public, je pense qu'il en veut et il faudra lui permettre de pouvoir montrer ça sur le terrain. Donc on attend ça avec impatience. Voilà. Alors je vais finir cette vidéo par l'interview de Joseph Ougourlian. Alors il y a pas mal de choses dans cette interview. La première, c'est qu'il considère aujourd'hui que le licenciement de Pouille est lié à des mauvais résultats sportifs, parce qu'il a considéré que la 7e place était un mauvais classement. C'est ce que j'ai toujours dit, hein, même si on m'a dit gna 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 gna. Bah si, voilà, il a été viré pour ça. 7e, c'est pas du tout ce qui était prévu. Lui, il prévoyait surtout, vu la gueule du championnat et comment ça se passait, au moins une 4e place. Il y a eu un écroulement total, avec un choix sportif pour Francaise de quitter le club. Donc je pense que Francaise, il a niqué la fin de saison en partant, parce que c'est pas bien comment il l'a fait, voilà, clairement. Et tu le payes aujourd'hui. Alors il parle beaucoup aussi des recrutements qui ont été ratés. Alors El Ainaoui et Danso devaient quitter cette équipe. Ça ne l'a pas été. Il va falloir jouer avec, en sachant qu'ils partiront sûrement cet hiver, hein, parce que ils vont devoir vendre, parce que sinon il va falloir qu'ils vendent tout le monde en juin, et c'est très compliqué de vendre avant le 31 juin. Les gros transferts se font pas comme ça. C'est assez complexe. En tout cas, voilà, il y aura des mouvements cet hiver, il l'a clairement dit. Il va y avoir un mercato de réajustement au niveau financier, donc il y aura des départs. Il y a des actifs qui ont de la valeur, donc il faudra s'attendre à des départs, peut-être même surprise. En tout cas, Danso, il partira pas tant qu'il aura pas un feu vert des médecins français. Maintenant, je pense que Danso, il est dans une envie de partir. Il l'a dit directement quand il est revenu au club, qu'il souhaitait le quitter. Ça, je peux vous le confirmer. Donc, soyez pas surpris qu'il parte en Allemagne ou en Angleterre, dans un club peut-être moins huppé, mais voilà, il y aura des ventes de toutes les manières. Il a abordé aussi le stade. Alors, c'est beaucoup plus précis pour le coup, parce que pour le stade, en fait, il y a une offre. Il y a un prix du stade qui dure au 31 décembre. Donc il a clairement expliqué que s'il voulait acheter le stade au prix où il est fixé, c'est jusqu'au 31. Sinon le prix sera renégocié, il sera peut-être même perdant. Donc il y a beaucoup d'accélération, et dans ce registre-là, il y a l'arrivée d'un futur actionnaire minoritaire. C'est bien relancé. Il y a des discussions. Il parle beaucoup des États-Unis, donc il sera américain. Je pense qu'il y aura un actionnaire minoritaire américain. Ça peut tout changer, hein, dans l'histoire du club, parce que là on n'est pas bien. Mais avec un actionnaire minoritaire qui injecte du flou, déjà on sera peut-être plus à l'équilibre et on n'aura peut-être pas de problème avec la DNCG. Mais aussi on aura peut-être les moyens de recruter bien plus intelligemment et plus adéquatement par rapport à la structure du club. Maintenant, le deuxième projet, c'est bien sûr la formation. Il a été clair et net. Aujourd'hui, le but du club, c'est de redevenir un club formateur et d'intégrer les jeunes dans les 11 de départ. C'est un projet qu'il veut opérationnel dès maintenant. C'est-à-dire que pour lui, ça fait 4 ans qu'il se passe rien et qu'on a fait de la merde à la formation. Mais les circonstances atténuantes, il les a données. C'est-à-dire monter en Ligue 1, maintien en Ligue 1, maintien des budgets. Maintenant, il veut passer à la vitesse supérieure, et pour lui, c'est un axe principal, et ça sera sûrement un axe de sanction pour les directions si le projet formateur se met pas en place.
Maintenant, les équipes jeunes, c'est pas forcément terrible les résultats. On verra bien à l'avenir, mais c'est clairement ce que veut faire Joseph Ougorlian. Maintenant, il a été clair dans le recrutement. Aujourd'hui, le but, c'est de recruter des joueurs, mais sans claquer des millions d'euros comme ça a été fait avant, avec des salaires raisonnables. On est quand même dans des bons petits coups. Et donc, ça me plaît, moi. Moi, j'ai envie de ça. Moi, j'ai envie d'un mercato de bons petits coups avec un Diego Lopez aux manettes qui va un peu gérer tout ça et nous trouver des petites perlouses, des petites perles. Perlouse, c'est un P, hein, une perlouse. Merde. Des petites perles bien sympas dans des championnats exotiques qui vont nous exploser à la tronche de leur talent. Moi, c'est ça que j'ai envie de voir à Lens et pas du recrutement Ligue 1, là, avec des mecs qu'on va acheter 10 millions d'euros et puis qui sont des vieux gars de Ligue 1. Moi, j'ai envie de voir du neuf, de l'exotique et des gars qui veulent crever, qui crèvent la faim et qui veulent montrer à l'Europe du foot qu'ils peuvent aller dans un grand club et passer par le tremplin lensois. Ça serait plutôt pas mal pour nous. Et voilà, c'est pour moi très important. Et je trouve que cette interview, elle envoie un message. Formation, retour à un recrutement plutôt bien, le stade, l'actionnaire majoritaire, et il a parlé peut-être une réorganisation in fine de l'organigramme. Alors la question du DS a été posée. Il n'a pas l'air d'être chaud au niveau DS. Peut-être qu'il y aura une promotion en interne d'un directeur sportif dans l'encadrement déjà en place. Ça peut être intéressant. Voilà, on va voir un petit peu ce que va faire Joseph Ougorlian. Ah, je verrais bien un Aledine Yaya partir sur un poste de directeur sportif, pourquoi pas, ça pourrait le faire. C'est un mec qui travaille très dur pour le club, en repérage, en data et en scouting dans toute la région parisienne. C'est un mec qui pourrait avoir une promotion. Ça peut être intéressant parce que comme Diego Lopez c'est plutôt le chef de la cellule de recrutement, est-ce qu'Aledine Yaya peut pas devenir le directeur sportif qui gère le projet recrutement et Diego Lopez lui présenter des profils, ça peut être intéressant. En tout cas, il y a une évolution, il y a de l'effervescence au club. Dans les prochaines vidéos, j'en saurai peut-être plus parce que je vais avoir des retours, mais en tout cas, voilà. Je pense sincèrement que ce club-là peut repartir sur de bonnes bases, mais il faut peut-être aller au-delà de ces joueurs à totem qui ont une immunité du public énorme alors que leur performances sur le terrain sont médiocres. Je pense qu'il faudrait sortir de ça. Je pense que Steele va être obligé de le faire s'il veut gagner des matchs. Et puis voilà, je pense sincèrement que l'effectif est bon. Il est pléthorique, mais cet hiver, il va se dégonfler à mort. Alors, est-ce qu'il y aura plein de sorties et des entrées? C'est possible, hein. C'est-à-dire qu'il y aura des ventes très chères et des recrutements pour peut-être les remplacer. Certains seront pas remplacés, d'autres peut-être que si. Mais voilà, il va y avoir de l'évolution. En tout cas, cet automne et cet hiver vont être très intéressants. Moi, j'ai hâte de voir Steele mettre sa patte sur cet effectif et faire des choix forts. Et j'attends de voir ça. Maintenant, moi, je peux pas... je connais pas l'avenir, même si je pense que le duo Saïd-Sotoka va avoir du mal à résister sur le long terme à des mecs comme Satriano, Rémi Labolascari, voire même Enzola, qui est une énigme, mais qui pour moi, tu marques pas 13 buts en Serie A si t'es un peintre, hein. Voilà, on parle pas on parle pas de Ligue 2, là, hein, on parle de Serie A, donc voilà, il a fait un passage plus que mitigé à la Viola, mais voilà, c'est toujours compliqué d'être à la Fio, hein. La Fiorentina, c'est un club très dur, très fort, et l'identité de jeu est très très forte aussi, et il a pas coulé à l'identité de jeu. Peut-être dans un jeu plus direct, plus style ball, ça passera mieux. Donc voilà, moi j'attends de voir en tout cas l'évolution de Denzo là. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo va vous plaire. Merci pour vos pouces bleus. Vous n'hésitez pas, les commentaires, les pouces bleus, on s'abonne, on enchaîne, faut faire gonfler la commu. On n'hésite pas. Ciao les amis. À bientôt.